Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre part à cet entraînement spécial au Software Craftsmanship, où aujourd'hui on va parler de refacto de code. Alors c'est assez intéressant de passer le vendredi parce que du coup on a déjà eu plein de confs sympas à aller voir hier, pas mal qui vous introduisent les principes craft, des choses à suivre, et donc nous on s'inscrit bien dans cette mouvance-là et on va vous faire un zoom vraiment sur la partie refactoring, à la fois qu'est-ce qu'on pourrait refactorer et puis comment réussir à le faire de façon propre sur vos projets. Euh, Avant de démarrer ça, on va partir d'un constat qui est assez important pour nous aujourd'hui en informatique, qui est de se dire que nos applications, elles n'arrêtent pas de grossir au fil du temps, elles sont de plus en plus grosses, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir assimiler un peu à une forêt qui fait que de grossir. On rajoute des fonctionnalités, on rajoute des choses, etc. dedans. Mais cette forêt, si on s'en occupe pas, si on l'entretient pas, etc., etc., elle va devenir difficile d'accès, elle va devenir difficile voilà, à gérer tout simplement. Et là, le moindre petit départ de feu involontaire d'un promeneur, eh ben, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît pas en tant que scout émérite et bientôt aguerri à la fin de ce truc. On veut vraiment éviter les feux de forêt. Donc si on reprend notre analogie avec les applications, en fait un feu de forêt c'est quoi? Typiquement c'est un bug qu'on va pouvoir détecter en production. Quand on détecte quelque chose en production, c'est très très loin de nous. Peu importe toute l'automatisation qu'on a mis en place, etc., la production ne tourne pas sur notre poste. Donc c'est quelque chose qui est loin du développeur. Donc détecter un bug en production, ça coûte cher à corriger, ça coûte cher à identifier, etc. etc. D'autant plus si notre application elle est pas maintenable ou peu évolutive. Là on cumule, c'est-à-dire que identifier le bug ça va être compliqué, le corriger ça va être compliqué, et peut-être que le corriger ça va être quelque chose un peu sale qui va en plus rajouter sa pierre à l'édifice de la non maintenabilité de l'application, etc., etc., etc. En boucle continue comme ça, et puis on sent que cette forêt va pas s'arrêter de brûler et qu'on va être tout le temps avoir besoin de mettre des coups de lance à incendie dessus. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Et pour faire ça, la solution, en tout cas une des solutions, un des axes, ça va être de soigner son design applicatif en continu. Et comment on fait ça en continu? Donc c'est via le refactoring. Donc avant de vraiment qu'on vous ouvre un petit peu notre manuel, notre guide, on va vous faire un petit focus sur quelques sujets qui sont importants à avoir en tête, qu'on n'abordera pas nécessairement pendant le talk. Donc je vous invite à aller approfondir ces sujets par vous-même ou vérifier que vous les avez bien en tête. Le premier, ça va être d'écrire du code propre, et ça c'est tiré d'un livre de Robert Martin, qui est le Clean Code, qui est une référence un peu dans le domaine. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce livre rapidement? La première chose, c'est nommer clairement ce qu'on fait, nos intentions, nos noms de variables, nos méthodes, etc. Ça nous aide à comprendre ce qui se passe. Deuxième élément, c'est de faire les choses simples. Garder les choses simples, donc le principe KISS, Keep it simple, stupid, vraiment de se dire, faut qu'on fasse les choses simples, ne créons pas de la complexité pour rien. Respecter des conventions aussi au sein de vos équipes. Là, c'est le principe de moindre surprise, c'est de se dire que quand on est sur un patrimoine applicatif, on veut au maximum s'y retrouver. On ne veut pas être perdu d'un bout à l'autre de l'application, etc. Donc respectez des conventions. Mettez de côté vos batailles de guerre sainte de la collade, elle est à la ligne, elle n'est pas à la ligne, les indentations, c'est 2 espaces, 4 espaces, etc. Trouvez des conventions tous ensemble pour que le code il soit plus cohérent. Et puis, un élément qui nous parle pas mal pour aujourd'hui, ça va être la scout rule, qui va simplement dire on va agir comme des scouts et puis on va nettoyer notre camp derrière nous. Et donc, quand on va passer par un bout de code qu'on trouve pas terrible, on va essayer de le laisser plus propre derrière notre passage. On a une petite citation qui est intéressante de Phil Carlton, qui est une blague connue en informatique. Il y a seulement 2 choses difficiles en informatique. Et donc là, les 2 choses, c'est invalider le cache et nommer les choses. Tout ça pour dire que ça paraît simple de bien nommer les choses, mais en fait, c'est pas le cas. Et donc, c'est OK d'y passer du temps, c'est OK de faire attention à ça et de le prendre au sérieux, quoi. Un deuxième élément qui est important avant de faire du refacto, c'est d'être couvert notamment par des tests et par un harnais de test.
Et ça, donc pareil, on vous pointe encore quelques petites biblios, le Test Driven Development de Ken Beck ou Working Effectively with Legacy Code de Michael Feathers. Et ça, l'idée, c'est que avant de vous lancer dans un refacto, vous allez potentiellement changer le comportement de votre application ou quoi. Il faut que vous ayez un moyen de vous dire, ok, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fonctionne encore ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai moyen de valider que mon refacto ne casse pas le comportement de l'application et continue à répondre à mes exigences? On a une petite citation qui est intéressante du coup de Michael Feathers, donc qui est tirée du livre du bas là que vous voyez, qui est de dire en fait qu'est-ce que c'est le code legacy? C'est du code qui n'est pas testé. Donc là on est d'accord, on n'est pas d'accord, hein, mais ça veut dire que cet aspect test, il est extrêmement important dans la maintenabilité de nos applications et que c'est vraiment quelque chose qui doit être central. Bien évidemment, les tests que vous avez, lancez-les aussi souvent que possible. Alors dans la mesure du raisonnable, hein, si votre batterie de test met 4 heures à être lancée, la lancez pas tous les jours, ou en tout cas pas à chaque fois que vous faites une modification de code. Mais on peut s'outiller notamment par les tests unitaires pour avoir déjà des boucles de feedback qui sont les plus courtes possibles et les plus adaptées. Ok. Quelque chose que j'ai pas dit aussi, que vous voyez un peu sur le même, des tests fonctionnels c'est bien, et c'est souvent ce qu'on fait, des tests unitaires, etc. Mais pas que. Vous devez aussi être capable de vous outiller en termes de performance, en termes d'accessibilité, en termes de tout un tas d'éléments qui sont autour, tout ce qu'on va appeler des exigences non fonctionnelles, qui ne vont pas répondre à un besoin métier, mais qui sont tout aussi importantes, parce que si vous faites un refacto, vous dégradez totalement les performances, en fait vous avez perdu. Ok. Bon, c'est bien sympa, mais je vous avais dit qu'on parlerait de design applicatif, et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et dans le design applicatif, il y a pas mal de choses, des design patterns, architecture hexagonale, choses comme ça. Nous, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est plutôt les principes solides. Et donc les principes solides, c'est quelque chose d'assez mature, hein, pas du tout nouveau, hein, ça date des années 2000. Et c'est vraiment 5 grands principes qui nous permettent de garantir la qualité de nos applications orientées objets et leur maintenabilité dans le temps. Donc là, je propose qu'on commence à ouvrir notre guide avec le premier de ces principes-là, qui est le principe de responsabilité unique. Et en fait, ce principe-là, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est de celui-là dont découle l'ensemble des autres principes. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce principe-là, il nous dit que on veut qu'un module, une classe, quelque chose ait une seule responsabilité, une seule raison d'être. Okay. Les avantages de ça, c'est qu'on va avoir du code qui va être beaucoup plus facilement réutilisable, beaucoup plus facilement testable, vu qu'on va isoler finalement les fonctionnalités de notre base de code. On va forcément du coup en conséquence avoir une meilleure organisation, et ça on aime bien, hein, s'y retrouver dans une base de code, comprendre les différentes fonctionnalités, où est-ce qu'elles sont, etc. Et on va avoir un plus faible couplage. Et ça, le faible couplage, souvent on aime bien en informatique, on aime bien pas avoir des choses entremêlées de partout, et donc c'est plutôt pas mal. Et là, quelques petits tips, notamment quand est-ce que ça sent mauvais. Le premier point, c'est vraiment le plus important, c'est de se dire si la réponse à la question quelle est la responsabilité de mon module contient le mot « et », c'est-à-dire qu'il a fait plusieurs choses, là vous sentez qu'il y a un problème, peut-être que vous devez redécouper et revoir un peu vos principes de responsabilité. Vous avez aussi un deuxième cas qui est de se dire, vous avez une classe, peut-être qu'elle dépend de beaucoup de classes, peut-être que c'est normal, mais en tout cas posez-vous la question pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on l'a toujours fait comme ça et on ne se pose pas la question, ou est-ce que vraiment il y a une raison derrière? Ok. Ambre, je vais me permettre de t'arrêter. Ça me parle de ton problème de responsabilité. En fait, comme tu sais, Riri, Fifi, Loulou m'ont contacté et en fait, ils m'ont demandé de faire une simulation parce qu'en fait, ils ont une mission sur Mars, ils doivent aller récupérer des affaires. Ils m'ont demandé de faire une simulation, etc., pour les aider à anticiper leur voyage. Alors du coup, je vais présenter un peu le projet rapidement. Tout simplement, c'est des modules martiens. Donc, ils ont 2 types de modules martiens. Le premier, c'est un rover. C'est un véhicule assez simple qui avance, qui recule, etc. Il peut choisir sa direction. Et puis, ils ont un deuxième type d'engin, un hélicoptère. On va dire c'est un rover un peu amélioré. Il peut voler en plus. Et puis, comment ils contrôlent ça? En fait, ils ont une sonde qui tourne autour de Mars et puis peut donner des ordres au module et puis, par exemple, activer une récupération pour récupérer les modules, etc. Et tout ça, je l'ai fait quand même, j'ai essayé de suivre les principes KISS, j'ai fait un truc assez simple, j'ai fait des TDD, etc. Mais je sens que j'ai quand même pas mal de problèmes de responsabilité. Ça te va si, quand tu expliques les principes, on rebondisse? Oui, carrément. On va pouvoir regarder, ouais. On va parcourir un peu notre guide, et puis on va voir comment est-ce qu'on peut t'aider là-dessus, ouais, tout à fait.
Alors, ce que je te propose, c'est qu'on continue sur les principes. On va parler d'un principe qui est la ségrégation d'interface. Donc ce principe-là, l'idée c'est de se dire que, donc vous le voyez en anglais qui est là, les clients ne doivent pas être forcés de dépendre de méthodes qu'ils n'utilisent pas. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que ça sent mauvais? Bah, typiquement, le cas de figure où on a l'utilisation systématique d'une interface qui s'appellerait ma classe interface ou imaclass ou quelque chose comme ça, qui reprendrait l'ensemble de toutes les méthodes publiques de ma classe. Bah, ça, on sent qu'il y a un petit truc qui ne va pas, quoi, en termes de forçage à utiliser les méthodes. Pareil, on a le cas inverse. On a une très très grosse interface, et puis en fait, elle est implémentée par plein de classes, mais juste des petits bouts. Donc voilà, ça, c'est pas terrible non plus. On va essayer de voir un petit exemple. Donc là, vous voyez une interface de liste, ok, qui nous met à dispo un get, un add, donc très bien. Mais elle nous met aussi à disposition deux méthodes, un poll et un pick. Donc pourquoi pas pour l'instant. Donc on a des implémentations de cette interface, donc une linked list. Très bien, elle a besoin des 4 méthodes, vu qu'elle doit pouvoir gérer aussi un empilement, dépilement, donc très bien. Mais pour autant, quand on va vouloir implémenter un ArrayList, donc simplement un tableau, qui lui a pas besoin de ça, eh ben en fait, il n'a pas envie de les implémenter, ces méthodes. Donc là, comment on peut faire? Eh ben, on va ségréguer l'interface, c'est-à-dire la découper en plusieurs petites interfaces. Donc cette fois, on a une interface de liste et puis une interface qui va gérer plutôt les fils. Et donc cette fois, notre linked list, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient simplement une implémentation des deux interfaces. Elle a vraiment besoin des deux types de méthodes. Par contre, notre ArrayList, elle a besoin simplement du get, du add, donc elle implémente que celle-là. Donc là, on voit qu'on ne la force pas à dépendre de méthodes qu'elle n'utilise pas. Okay, un autre principe qui est intéressant aussi là-dedans, c'est la substitution de Liskov. Et donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les objets d'une classe parente doivent pouvoir être remplaçables par les objets de classe enfant qui héritent, sans casser le fonctionnement de l'application. Ce qu'on appelle casser le fonctionnement de l'application, c'est-à-dire casser un workflow d'exécution, changer un type de retour, changer fondamentalement un comportement. Donc là, un petit indice, quand est-ce que ça sent mauvais? Si ça ressemble à un canard, que ça cancane comme un canard, mais que ça a besoin de piles, peut-être que c'est pas un canard et que si vous le jetez dans l'eau, ça risque de péter, quoi. D'autres petits éléments, donc c'est ce qu'on dit, quand on a une modification totale d'un comportement hérité dans une sous-classe, là il faut faire attention. Et puis quand on a des exceptions aussi qui sont levées dans des méthodes surchargées, imaginons que demain voilà, on se trompe, on met plutôt l'objet fils, et là d'un coup ça explose, notre morceau d'exécution est cassé, c'est un vrai problème. On va prendre quelques petits exemples encore pour illustrer. Donc là on a une classe oiseau. Un oiseau, ça vole. Jusque-là, tout le monde est d'accord, je pense. Puis on a deux oiseaux, un canard, et puis on a une autruche aussi. Et puis là, pas de chance, l'autruche, en fait, ça vole pas. Donc, ouais, mais c'est quand même un oiseau. Bon, bah, du coup, je dis que c'est un oiseau. Mais je vais me rajouter une petite unsupported opération exception dans mon code pour dire, bah non, l'autruche, ça vole pas. Et ça, surtout pas faire ça. On voit bien que là, le jour où on utilisera une autruche en lieu et place d'un oiseau et qu'on voudra qu'il vole, ben on risque de casser complètement le workflow d'exécution. Okay, une solution à ça, on fait un peu de design objet, et puis on va se dire qu'on a toujours un oiseau, mais on a aussi cette fois un oiseau volant, qui lui, en plus d'être un oiseau, d'avoir des ailes, etc., ben en plus peut voler. Et donc cette fois, qu'est-ce qu'on a? On a notre canard qui est un oiseau volant, notre autruche qui est un oiseau, et on n'aura plus de problème de substitution là-dessus. Ok? Du coup, des sorties d'exception, j'ai dû le faire dans le projet. Ah bah très bien, va montre-moi. Ça te dit qu'on corrige en même temps? Alors, du coup, comme je t'ai présenté là, mon projet, bon, bah, c'est un projet assez plein. J'ai quelques modules martiens. Du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les modules martiens? En fait, en premier, j'ai créé une petite interface module martien assez simple. Chaque module, ils ont une position. Une position, c'est une classe très sommaire, une position X, Y, Z. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Et puis, bah, j'ai défini l'ensemble de mes méthodes, avancer, reculer, monter, descendre, qu'on peut faire à travers ces modules. Et donc, du coup, tout simplement, bah, j'ai défini en premier lieu mon rover, du coup, qui implémente mon module martien. J'ai défini l'ensemble des méthodes, et ce que j'ai fait, c'est que mon hélicoptère, en fait, je me suis dit, bah, c'est quand même juste un rover qui vole plutôt, et du coup, bah, j'implémente les modules martiens, et j'externe la partie rover, et je redéfinis monter, descendre. Ok.
Et comme tu peux le voir, en fait, mon problème, c'est que là, une seule partie d'exception, j'ai dû le faire. Je vais descendre là, sur la partie monter-descendre. Typiquement, au niveau de mon module martien, je suis resté simple, sobre. Mais bon, là, comme ça, je vois que c'est du coup un problème de responsabilité. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais faire du coup, ouais. En fait, c'est le même exemple. Là, pour le coup, j'ai l'impression que simplement l'hélicoptère, c'est une autruche, pour le coup, ou pas, c'est le rover. Du coup, ce que j'aurais envie de faire, tout simplement séparer mon interface, module martien. Je vais pas être très... je n'ai pas vraiment beaucoup d'idées. Je vais l'appeler, je sais pas, module martien volant, en fait, tout simplement. Et en fait, j'ai envie de mettre mes méthodes monter-descendre, tout simplement à l'intérieur. Effectivement, tu peux add. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir mettre ces modules, ces méthodes que Hélicoptère va implémenter et les dissocier de ma partie rover. Alors, je vais faire du copier-coller, ça va être assez simple. Module martien, volant, bien sûr, tu m'extends ma méthode principale. Alors peut-être avant de faire ça, il y a quelque chose, personne n'a relevé, donc c'est que vous n'avez pas suivi le début. Avant de se lancer dans des refactos, on aime bien lancer les tests quand même, pour être sûr qu'on est couvert. Donc je t'invite à faire peut-être machine arrière dans ce que tu as fait, et puis vérifier que tu es bien couvert par des tests. Parce que tu m'as dit que tu as fait du TDD, oui, mais moi je te crois pas. Oublié, mais donc, en fait, je sais pas, je pense que c'est le stress. Je sais pas. Allez, on recommence. Et en plus, j'étais fier de mes tests, je les ai bien implémentés, etc. Donc, hop, la package test, du coup, tout simplement, j'ai un ensemble de modules, je vais tous les run. Du coup, mon hélicoptère test, effectivement, je récupère l'ensemble de mes méthodes, doit avancer, etc. Je l'ai fait, du coup, comme je t'ai dit, en TDD. Tout se passe bien. Très bien. Ok, bon, allez, on recommence. Du coup, c'est simple. J'aurais dû peut-être faire un petit commit, mais bon, allez. Un petit module martien volant. Toujours important, ça, quand vous êtes vraiment en étape de développement, appuyez-vous sur vos tests unitaires. Vous avez des tests, si vous avez la chance d'en avoir, appuyez-vous dessus. C'est un outil. C'est pas quelque chose qui est là pour vous embêter, les faire après, etc. C'est quelque chose qui vous permet de manipuler votre code en toute sérénité, quoi. Ok ? Donc surtout, bien utiliser ces tests unitaires comme un outil à votre disposition. Et donc du coup, je récupère mes méthodes de mon module martien, je les implémente dans mon nouvelle interface, et puis tout simplement, mon hélicoptère, en fait, il implémente ma nouvelle interface module martien volant. Pas de souci là-dessus. J'oublie pas mon rover, du coup, c'est plus... j'ai plus besoin de ces méthodes monter-descendre. En fait, il implémente le module martien, qui n'implémente pas ces deux méthodes, et donc du coup, j'ai envie de simplement les supprimer. Ça fait plus partie de son périmètre. Et let's go, hein. Je vais voir si je peux relancer mes tests. Ok, ça compile. Pourquoi ça compile pas? Dans ma sonde, c'est bizarre. Tu vois, le problème de responsabilité, là, on est plein dedans, j'ai l'impression. Ah oui, mais en fait, comment expliquer le projet? Riri, Fifi et Loulou, ils m'ont dit, au fait, faut pas oublier, avant de récupérer l'hélicoptère, en fait, il faut qu'il soit posé au sol, sinon on risque voilà, ça va bien marcher. Et du coup, j'avais rajouté cette partie-là, un peu vite fait. Tout simplement, en fait, maintenant, un engin qui peut atterrir, c'est un module martien volant. Donc, j'ai un petit souci. Je vais juste modifier mes interfaces d'entrée de mes méthodes pour le moment. Et puis j'espère que tu auras un petit truc après pour moi. Parce que, là, comme ça me plaît pas trop. Bon, je rerun mes tests quand même avant de passer à la suite. Ok, mince. Ok, encore mes tests. Des tests qui compilent pas. Effectivement, je modifie mes interfaces, j'ai peur. Du coup, mon hélicoptère, c'est un module martien volant. Bon, là, c'est assez simple. J'avais défini mon interface. Il ne devrait pas y avoir de souci. Maintenant, tu peux appeler. Par contre, au niveau de mon rover, je me souviens, j'avais j'avais quand même testé que j'avais envoyé une exception. Je supprime mes tests. Alors là, oui, tu peux supprimer tes tests.
Alors attention, hein, dans la vie, on ne vous dit pas si vos tests ne compilent plus, supprimez-les. Là, on voit bien que c'est plus la responsabilité finalement du rover de monter et descendre, il ne peut plus le faire, donc ça a du sens de les supprimer. Sur vos projets, surtout, faites attention. Assurez-vous que le test que vous supprimez, vraiment, il a plus de sens, quoi. Ouais, je ne me veux pas dire à mes devs, dès que vous faites du refacto, supprimez vos tests, ça passera mieux. Si vous supprimez tous les tests, il n'y a plus de tests rouges. Ok, c'est ouvert, c'est bon, ok, déjà. Puis du coup, tu as un autre truc? Ouais, très bien. Bah, je te propose qu'on continue à balayer le guide. Ok. Du coup, il nous reste encore des principes. Donc le suivant qu'on va vous présenter, c'est la partie open close. Et donc l'open close, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que notre système, finalement, il doit être extensible. Et donc que nous dit exactement le principe? Il nous dit que les classes, les méthodes, les modules doivent être ouvertes à l'extension, mais surtout fermées à la modification. On va illustrer avec un exemple derrière. L'idée, c'est vraiment d'avoir un système qui est le plus évolutif possible et le moins couplé. Donc ça, quand est-ce que ça sent mauvais? Quand vous avez des références qui sont directes à une classe, vous faites référence à une classe ou à un type, une instance. Quand vous avez des instanciations qui sont conditionnelles aussi, dans un constructeur ou dans un if ou quelque chose comme ça, on a vu que c'était un petit peu ça que tu avais comme problème là sur ta base de code, donc on va voir si on peut faire mieux. Voilà. Donc ça, comment on va illustrer avec un petit exemple. Donc on a là typiquement une classe forme qui nous permet de modéliser des formes. Et puis sur cette forme, on veut pouvoir calculer une aire. Okay, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Notre classe a une méthode qui est disponible qui dit je vais parcourir toutes les formes que j'ai. Et puis, alors, si ma forme c'est un rectangle, je calcule l'aire d'un rectangle. Si ma forme c'est un cercle, je calcule l'aire d'un cercle, etc. etc. On voit qu'on fait des liens directs avec des instance of, tout ça, donc plutôt pas terrible. Et là, on se rend bien compte que si on veut rajouter par exemple un triangle, notre système il n'est pas ouvert à l'extension sans modification, parce qu'on aura besoin de revenir sur notre classe forme et puis de rajouter un else avec si ma forme c'est un triangle, etc., etc. Et ça, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Comment on pourrait faire pour faire mieux? On peut ajouter simplement une interface de forme cette fois, donc plus la forme qui a la responsabilité de calculer une aire. Et puis on a du coup notre classe rectangle, notre classe cercle qui implémente cette fois cette interface. Elles ont la responsabilité de dire, moi en tant que rectangle ou moi en tant que cercle, voici comment on calcule mon aire. Okay, on reporte la responsabilité de ce calcul-là à la forme parce que c'est elle qui en a la responsabilité. Et puis encore plus loin, du coup, cette fois on se crée un calculateur. Donc même le rôle de calculer cette aire globale, cette somme, on l'a rendu visible. Et donc ce calculateur, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt l'ensemble de nos formes et puis il somme leur aire. Là, on voit bien que si demain on veut rajouter un triangle, en fait c'est hyper facile. On rajoute un triangle, il implémente comment on calcule l'aire d'un triangle et c'est transparent. Okay, c'est ça qu'on entend par là. Et puis enfin, cinquième et dernier principe, donc le principe d'inversion de dépendance. Donc celui-là, le texte il est un peu barbare, on va rentrer dedans tranquillement. Ce qu'on se dit, c'est que les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre des modules de bas niveau. On verra un peu après ce que c'est dans le détail. Les deux doivent dépendre d'abstraction. Donc au maximum, on dépend d'abstraction et pas d'implémentation directe. Les abstractions ne doivent pas dépendre de détails d'implémentation. Et par contre, les détails doivent dépendre d'abstraction. Donc ça, attention, quand est-ce que ça sent mauvais? Ça sent mauvais quand on instancie des modules de bas niveau dans des modules de plus haut niveau. Là, on se crée un couplage, il faut faire attention. Et puis quand on fait appel à des méthodes qui ont l'air d'être un peu privées, mais qui ne le sont pas, là, on sent qu'il y a aussi quelque chose à régler. Donc avec un petit exemple, on va imaginer qu'on a un projet informatique qui tourne, on a un développeur back-end, un développeur front-end, et puis notre développeur back-end il écrit du Java, ok. Notre développeur front-end il écrit du JavaScript, ok, pas de souci. Et puis on a un petit projet qui va instancier les deux, et puis qui va leur dire d'écrire du Java, écrire du JavaScript. Là on voit que c'est vraiment pas satisfaisant, pourquoi? Parce que notre module de plus haut niveau, qui est le projet, il instancie directement des classes de plus bas niveau, qui vont être nos développeurs, et puis il appelle encore plus directement les méthodes dessus, écrire du Java, écrire du JavaScript. Si demain, on a plutôt en back-end, on décide de partir sur du JavaScript aussi, on se rend compte qu'on va avoir un problème à cet endroit-là, qu'on ne dépend pas d'abstraction, mais vraiment de détails d'implémentation. Comment on fait mieux là-dessus? Encore une fois, on va introduire une interface développeur, puis le développeur, il fait quoi? Il développe. Okay, et puis maintenant, on va ajouter de la logique interne. C'est-à-dire que notre développeur back-end,
il développe, et quand il développe, il fait quoi? Il écrit du Java, mais c'est sa logique interne privée à lui. Donc cette fois, le write Java, il est plus accessible, et c'est vraiment sa logique interne. Pareil pour le front-end développeur. Et cette fois, notre projet, il devient vraiment agnostique des modules de bas niveau. Il manipule des abstractions, donc il manipule la classe, enfin l'interface développeur, et plus explicitement le back-end, le front-end, etc. Et simplement, il leur demande de développer. Ok. Donc là, comme ça, on s'est abstrait de la chose et on a inversé les dépendances. Cette fois, on dépend sur des abstractions. Mais du coup, c'est exactement mon problème là. J'ai effectivement, en fait, si on revient sur ma sonde, j'avais dû rajouter à la toute fin, avant de poser l'hélicoptère, en fait, avant de récupérer l'hélicoptère, il faut le poser. Et donc, du coup, au niveau de ma sonde, j'avais ce gros instance of là, un peu caca. Puis en fait, non mais pourquoi j'ai pas réfléchi? Je vois que la méthode c'est poser l'hélicoptère. Donc en fait, tout simplement, faut que je remette cette responsabilité de cette méthode au sein de mon hélicoptère. On est d'accord? Ouais, carrément. Ok. Bon, j'ai lancé mes tests juste avant. C'est ok pour C'est toi? pas. Bon. Du coup, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que ma méthode préparer récupération, elle va appeler mes modules martiens activer récupération. C'est quelque chose, en fait, j'ai envie que ça ressemble à ça, ma méthode. Et puis tout simplement, j'ai pas envie de m'embêter. Je vais prendre tout ça, toutes mes méthodes, poser l'hélicoptère. Je les mets à côté de mon hélicoptère. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ce que tu es en train de faire, c'est qu'en gros, on a la chance d'être la seule discipline d'ingénierie où on peut casser, reconstruire, casser, reconstruire, casser, reconstruire. Donc en fait, n'ayez pas peur de faire ça. N'ayez pas peur de casser votre code. Vous pouvez revenir en arrière, vous avez Git pour vous aider, vous avez fait passer vos tests à un moment, essayez des choses, déplacez des bouts de code, essayez de voir ce qui se passe. Et vous êtes hyper libre. On n'est pas en train de construire un bâtiment et où on a envie de tester un matériau et puis si on s'est trompé, c'est pas grave. Non, là on casse tout le bâtiment. Alors que nous, là, on a la chance de pouvoir expérimenter, faire des choses. Donc essayez. C'est pas grave si à l'instant T, votre code il compile pas. Il n'y a personne qui va rien vous dire là-dessus, quoi. Donc osez le faire. Et donc du coup, en fait, mon hélicoptère, en fait, j'ai toujours envie qu'il dépende de mon rover, en fait, sur cette partie activer la récupération. Il veut juste se poser avant. Donc je vais simplement, je pense, override la méthode activer récupération. Et puis en fait, juste avant, je vais appeler ma méthode sys.poser hélicoptère. C'est tout. Bon, finalement, j'ai pas plus besoin de paramètres. Je peux supprimer tout ça. C'est plus mon module martien, mais en fait c'est moi-même. Et puis la méthode atterrir ressemble à quoi? Bon, ok, je vais Par peut-être contre, c'est une position et pas une position. Ah, c'est pas une position, ah ouais. Et donc du coup, la méthode atterrir, bon, allez, je me permets, c'est peut-être un peu trop. Et en fait, ici, en fait, je m'appelle, et c'est plus une méthode aussi. C'est plus une méthode non plus, effectivement. Et hop. Et donc du coup, une fois que j'active la récupération, en interne, j'appelle ma méthode pose hélicoptère. Ça dépend de mon hélicoptère. Mes tests cette fois-ci, en fait, tu penses qu'ils passent toujours? Et c'est important de les lancer. On verra bien. Peut-être pas. Ils arrivent. Le Nyan 4, il va peut-être bientôt atterrir. Ouais, ils arrivent. Ok. Tous mes tests sont au vert, super. C'était pas si compliqué de changer mon design là pour le coup. Ouais, J'ai super. bien fait mes tests. Là, vous voyez qu'on est vraiment convert. On est garanti, en tout cas, qu'on est à comportement ISO sur ce qu'on a testé. Donc là, vous vous rendez bien compte aussi qu'il faut que nos tests ils soient pertinents et qu'ils aient du sens. Parce que s'il y a un bout de notre fonctionnalité qu'on n'a pas testé, si on la supprime ou qu'on la modifie, on ne le verra pas. Donc c'est vraiment très important en amont d'être bien outillé et d'avoir un bon patrimoine de tests. Ok ? Est-ce qu'il y avait d'autres trucs qui t'inquiétaient un peu dans ta base de code? Ouais, il y avait un truc que je trouvais pas propre en soi. En fait, voilà. j'ai mes méthodes avancées et reculées là. Tu vois que ça oui, ressemble ça... quand même beaucoup. Ça fait quasiment la même chose, sauf que c'est soit plus 1, soit moins 1, je vais dire ça. Et puis, il y a un problème de fond aussi, mais il faut vraiment que je réfléchisse. J'aime pas que le rover, tu vois, il gère une position Z. Ouais. Le rover, il est toujours à terre, en fait, il est toujours à 0, et ça me dérange. Ouais. Et du coup, j'ai pas l'impression qu'on savait comment résoudre ce problème-là avec Solid. Là, on sent, alors on pourrait, mais on sent que ça a l'air un peu plus long, un peu plus velu. Ce que je te propose, c'est que ça, on en parle dans la suite du guide. Donc, je propose qu'on y retourne et puis qu'on voit ça juste après, quoi.
On ne s'est pas présenté, Ouais. fait exprès. Juste pour nous représenter, du coup, moi je suis Gwenaël Beck, moi je suis référent technique chez Soprasteria depuis plus d'une dizaine d'années où j'ai commencé mon alternance. Formateur Vue en interne parce que j'aime un peu le front, mais bon, je fais un peu de tout. Puis Ambre, je te laisse. Ouais, moi je suis développeur du coup chez Soprasteria depuis 7 ans, lead tech sur plein de projets différents, tantôt du web, tantôt de la data, tantôt du déploiement, enfin voilà, je suis intéressé un peu partout. J'ai un rôle de direction technique aussi de notre agence de Nantes, donc on vient de Nantes avec Gwenaël pour vous faire la présentation aujourd'hui. Et puis moi je suis quelqu'un qui est assez passionné au global d'ingénierie logicielle, pas simplement de production de code, mais comment on fait pour la produire bien, pour en faire mieux, etc., etc. Et pas que sur les aspects techniques, aussi sur tout ce qui est autour, sur en quoi le recrutement c'est important, en quoi le suivi des collaborateurs en termes de RH c'est important, développement de compétences, etc. Au-delà des thématiques architecture, etc. Qu'on connaît bien. Et donc moi je suis adepte du software craftsmanship que j'ai découvert il y a quelques années, et je suis aussi formateur sur ces thématiques-là en interne chez Soprasteria. Voilà, globalement. Et donc typiquement, là, les sujets qu'on vient de voir avant, bah, c'est un exemple de choses qu'on suit nous en formation, qui se pense à nos collaborateurs et nos collaboratrices. Et une fois qu'on a suivi ces formations, à chaque fois qu'on nous présente des nouvelles pratiques, etc., souvent ce qu'on a envie de faire, c'est les tester sur nos projets. Et puis tester des refactos sur le projet, en fait, on se rend bien compte que des fois on peut se prendre des petits murs. Alors, je vais partager avec vous des petits retours d'expérience, des pièges à éviter. Lors qu'on essaye de faire de la scout rule. Tout simplement, le premier sujet, c'est du refactoring complexe. Là, c'était un sujet assez simple, un TP, un kata. Dans la vie de nos projets, on a du vécu. Il y a des choses beaucoup plus complexes, des spaghettis, tout ça, tout ça. On se lance dans des refactos et puis, en fait, on ne voit pas le temps passer. Et puis, à un moment donné, le chef de projet arrive, fait « Qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?» Ça compile toujours pas. En fait, une des principales règles de la Boys Out Rule, c'est du coup, à chaque fois, de se fixer une première limite, une limite de temps, selon ce que vous avez comme disponibilité au moment de votre projet. Fixez-vous 1 heure, 2 heures, essayez de résoudre votre problème dans cette partie de temps. Et aussi, ça permettra de voir que potentiellement, le sujet est beaucoup plus complexe que passer 1 heure et qu'il faut traiter de manière plus globale. Et on viendra après comment. Dans l'autre sens. Et le deuxième sujet qu'on peut avoir, c'est un mot qui fait peur à chaque fois qu'on parle de refacto, c'est le mot régression. Tout de suite, on parle à vos chefs de projet, fonctionnaires, vos testeurs, et fait « j'ai fait une refacto sur cette fonction, et il n'y a pas de régression, t'es sûr ?» Alors, premier truc, il ne faut pas oublier de lancer vos tests. Et vérifier que tout simplement, vous avez des tests unitaires qui couvrent votre fonctionnalité. Et unitaire, mais comme on a dit, il y a d'autres types de tests que vous pouvez lancer, des tests de performance, des tests de charge, etc. Il faut bien sûr évaluer dans vos refactos ce que vous voulez tester, comment vont impacter soit les performances, etc. Et de vérifier que vous avez un harnais de test qui permet de vous sentir en sécurité. Ça peut être des tests manuels potentiellement. Ça serait assez bête d'envoyer une fonctionnalité qui ne serait pas du tout retestée dans n'importe quel pipeline en production, simplement parce que au bout de 10 minutes, vous avez fait un refacto, vous avez bon, ok, j'ai un petit erreur vite fait, et puis personne ne l'a testé derrière. Vérifiez que aussi dans l'autre cycle du projet, dans ce que vous avez par la suite, quelqu'un va retester derrière. Et ça revient sur notre dernier point, c'est la communication. Lorsqu'on rentre dans de la refacto, lorsqu'on fait de la refacto, il est super méga important d'en parler, d'en discuter. Soit déjà à votre lead dev, à votre référent technique, à d'autres développeurs expérimentés sur le sujet. Potentiellement, il y a de la complexité qui va arriver au fil de la discussion, et puis même vis-à-vis de vos testeurs, chefs de projet, etc. Revoir votre batterie de tests que vous allez devoir lancer par la suite. Sans ça, quelque part, on fonce dans un trou noir et potentiellement un petit feu de forêt plus tard. Et ce qu'on a envie de voir, c'est ça. C'est notre chef de projet, le chef de chez Bess, là, qui est tout rouge, pas content. Et à force de se planter, d'arriver sur des petits murs, à un moment donné, il dit non, nous on va plus traiter, plus de refacto, on fait plus de dettes, etc. Et c'est vraiment un sentiment qu'on n'a pas envie d'arriver en tant que développeur. On se dit j'ai envie de faire du code propre, mon projet c'est bien, je vais essayer de l'améliorer, etc. Et ça, c'est vraiment le point de non-retour qu'on n'a pas envie de voir. Et donc du coup, face à cette situation qu'on peut arriver de temps en temps, on s'est reposé la question, mais en fait, pourquoi on fait des refactos? C'est quoi le but derrière? Et donc du coup, au tout début, on a réfléchi, on se dit
Je fais des refactos, j'ai trouvé un code pas super propre, hein, il fonctionne, hein, mais bon, un switch case un peu dégueulasse, bon, tant pis. J'ai une fonctionnalité qui est non performante. Bon, là, on a déjà un premier retour. Ça peut être un premier retour du terrain, soit une fonctionnalité où on voit une boucle force, vous appelez une API derrière, ce genre de choses. Voilà, on voit déjà un premier mot, une performance. OK. Puis, tu vois, tu regardes, tu fais, mais en fait, tout simplement, j'ai identifié un risque dans mon code, dans mon projet. C'est un risque pour mon projet. Puis là, dès que vous utilisez le mot risque, normalement, vous avez votre CP qui arrive et il fait, ah, des risques. Ah, moi, je sais piloter des risques. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et tout simplement, tu te souviens de la dernière fois que tu as parlé d'un risque avec ton chef de projet et tout de suite il t'a dit allez, c'est bon, c'est quoi le ROI de faire cette refacto, c'est quoi le plan d'action, est-ce qu'on l'évalue, c'est quoi le chiffrage, on te présente ton client, c'est un truc en interne, c'est quoi le risque de régression, etc. Et là, waouh, non, s'il te plaît, non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est très bien pour gérer des feux de forêt quand la brûle, etc. Mais dans la situation au quotidien, c'est pas du tout. On n'a pas envie de regérer des feux de forêt. En fait, on a envie de faire un plus périn nos pratiques de dev au quotidien. Donc on continue. Et donc, une fois qu'on se dit ça, on a géré, on a identifié un risque, on a notre équipe qui est à l'écoute, notre chef de projet, mais aussi l'ensemble de l'équipe. Hein. La partie risque, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, aussi nos profils métiers, nos PO, nos testeurs, l'ensemble de l'équipe. Et donc, en fait, finalement, faire du refacto, c'est résorber de la dette. Okay, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ou pas convenablement, ou pas comme on le voudrait. Et ça, de la dette, bah, en fait, c'est quelque chose qu'on sait faire d'habitude. Si on va un peu plus loin, on va se dire que finalement, de la gestion de dette, ça ressemble un peu à de la gestion d'anomalie. On a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on voudrait, pas aussi bien qu'on le voudrait, et on sent qu'on va avoir des choses à faire pour le corriger. Et donc, quand on a une anomalie, bah, souvent, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on se crée un ticket, on essaie de la suivre. Alors, on n'est pas comme à la keynote de ce matin, côté Postgre, où les anomalies sont corrigées avant même de les remonter. Nous, on crée des tickets, et du coup, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ça. Les tickets, comme je disais, on est habitué à en faire, et ce qui est important, c'est... donc là, on s'inspire un peu, on présente des méthodes agiles et du Scrum, mais ce qui est important, c'est de bien recontextualiser tout ça à vos contextes projets, à comment vous fonctionnez. Ce qui est important dans cette méthode-là, dans le Scrum, c'est que on va identifier déjà quels sont les sujets, on va les partager, on va les prioriser, on va les estimer, et ça, c'est des éléments qui sont très importants pour justement réussir à faire vivre ce refacto dans le temps. Donc une fois qu'on se dit ça, comment on fait finalement pour la traiter, cette dette ? La première étape, c'est de constituer votre backlog. Donc ça, c'est hyper important. Il faut que vous ayez un backlog qui soit partagé, qui soit dans un endroit unique et qui centralise l'ensemble des remontées de l'équipe. Pourquoi ? En fait, si demain, je sais pas, vous vous cassez la jambe, vous partez en vacances, etc., c'est important que le reste de l'équipe soit au courant. Souvent, quand on fait du refacto, on a un peu une to-do list perso qu'on garde dans un coin, peut-être parce que on n'a peut-être aussi pas envie d'être jugé sur les trucs qu'on a remontés, peut-être qu'on se dit, attends, en fait, c'est peut-être une bêtise, ce truc-là, etc. Non, il faut vraiment qu'on soit à la fois dans la bienveillance, etc., dans tout ça, qu'on écoute bien toutes les remontées, et aussi qu'on soit capable de se les partager, quoi. Ensuite, une fois qu'on a constitué ce backlog, en fait, c'est à ce moment-là on va se poser la question, est-ce que cette remontée, effectivement, elle est pertinente ou pas ? Est-ce que c'est quelque chose que personne n'avait vu ? Et on n'a pas besoin d'être senior dev pour avoir une bonne idée. Okay ? Donc là, tout le monde peut amener son ressenti là-dessus et surtout lister un maximum de choses qui ont été vues. Ce qui est intéressant, c'est que au moment d'affiner, on va être capable d'expliquer aussi pourquoi c'est pas pertinent si jamais ça l'était pas, de justifier des choix de conception peut-être qui ont été faits et qui n'ont pas été assez explicités, de profiter pour peut-être revoir la documentation, etc., etc. Et puis dans le cas où finalement on se dit oui, ça on a envie de le traiter, on va aussi pouvoir analyser quels sont les impacts finalement, quels sont les impacts de réaliser ce refacto-là. Ça c'est important. De le faire dans une cérémonie dédiée régulièrement. Alors là, c'est pareil, ça va dépendre un peu de votre organisation, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, en fonction aussi les remontées que vous avez. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un temps dédié pour ça, que vous utilisez pour faire ça. Que ce ne soit pas votre cérémonie habituelle où vous traitez aussi vos features, et puis en fait, vos tickets de refacto, on dit qu'on les fera à la fin, et puis en fait, on ne les fait jamais, quoi. Okay ?
Vous pouvez vous appuyer aussi là-dessus sur une definition of ready, donc vous dire, ok, pour traiter mon ticket de refacto, de quoi j'ai besoin voilà, pour être capable de le développer derrière, quoi. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, c'est hyper important de les évaluer en charge, en complexité. Là, pareil encore, c'est vous qui voyez par rapport à comment vous travaillez. Mais ce qui est important, c'est de matérialiser l'effort qui est associé à ces refactos. Pourquoi? Parce que comme on a suivi notre Boy Scout Rule, en fait, les refactos qui atterrissent ici, bah, c'est ceux où on s'est dit, là j'ai besoin d'un peu plus d'1 heure ou 2 heures pour traiter, donc j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus. Donc potentiellement, ça ne va pas se régler en 1 heure ou 2 heures, ça va être 1 jour, 2 jours, peut-être 10 jours à y passer. Et donc il faut vraiment qu'on matérialise l'effort pour que bah, ça devienne vraiment une activité réelle du projet et qu'il faut qu'on traite, quoi. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, il faut qu'on priorise ce ticket de refacto, qu'on le priorise, qu'on le planifie, qu'on définisse son urgence, sa temporalité, quand est-ce qu'il faut qu'on le traite, etc. Tout ça, tous ces trucs-là, l'intérêt c'est de rendre légitime cette activité, que c'est pas simplement pour se faire plaisir, que c'est pas simplement ce genre de choses, c'est comment on fait pour rendre légitime cette activité de traitement des refactos, toujours dans l'objectif en continu de faire vivre notre application dans le meilleur monde et de la rendre maintenable, de la garder maintenable en continu. Et finalement, un ticket de dette, ça ressemble à quoi? En fait, ça ressemble comme n'importe quel autre ticket sur votre projet. Déjà, le plus important, c'est de préciser le contexte. Comment vous avez trouvé cette anomalie, ce problème? Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que c'est un retour sur un forum que vous avez fait ça? Oh, cette fonctionnalité, elle est non performante, il faudrait que je l'améliore. Préciser le thème, ça permettra de rendre visible. On sait très bien qu'un backlog, ça vit. Il y a plusieurs types de profils qui regardent le backlog, etc. Et donc, du coup, selon des thématiques, selon des périodes projet, potentiellement, on sera plus à même à traiter des tickets de performance parce qu'on a un tir vachement important qui va arriver, ou soit de la maintenabilité, de la robustesse. Ajoutez tous les thèmes que vous avez besoin, en fait. De toute façon, c'est adapté à votre projet. Définissez la priorité, comme l'a dit Ambre, il est aussi important de se fixer cet objectif, de se re-challenger. On sait qu'on ne peut pas traiter que de la dette, il faut faire de l'évolutif, il faut faire du correctif. Et quelque part, on doit se challenger nous-mêmes sur, ok, quelle est la priorité? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que c'est du nice to have? Est-ce que ça doit être tout de suite parce que la prod peut tomber? Puis après, vous pouvez rajouter un tas de critères d'évaluation. Je vous conseille de faire une petite session sur votre projet, de voir à quoi ressemble un ticket de dette et voir qu'est-ce que vous voulez mettre dans ce ticket. Nous, on a souvent mis tout simplement un petit booléen. Est-ce qu'il y a des tests unitaires? Oui, non. En fait, ça va permettre aussi de voir, de changer le plan qu'on va mettre, le plan de développement sur ce ticket. Potentiellement, la première action, ça va être de faire des tests ou d'être rassuré qu'on va être couvert par des tests. Puis après, parler de régression, quel est le risque de régression associé, quelle est la complexité du refacto, est-ce que c'est technique, est-ce que ça revient à refaire notre design applicatif, est-ce que c'est du fonctionnel, et puis finalement, quel est le gain à réaliser? Effectivement, on va quand même un peu parler de ROI. Alors un ROI, c'est pas forcément quelque chose de chiffré, ça peut être matériel, ça peut être de la maintenabilité, etc. Mais tout ça, ça va permettre de rendre visible le ticket et compréhensible par l'ensemble des personnes de votre projet, qu'elles soient techniques ou non. Et ajoutez toute la liste que vous avez besoin tant que ça reste lisible et que vous pouvez le traiter. Donc là, on vous a beaucoup fait un retour sur la partie traiter ça un peu comme de l'anomalie. Je balaye mon code, je vois quelque chose qui me plaît pas. Mais ça, c'est pas 100% de notre activité. Régulièrement, on traite de l'évolutif. En tout cas, j'espère. J'espère pour vous que vous traitez de l'évolutif aussi et pas simplement que de maintenir, de corriger des bugs. Donc là, on a un ticket de feature qui nous arrive. Donc on se dit super, ça c'est pas ce que nous ont présenté Ambre et Gwen, donc on y va quoi. On va aller l'implémenter directement sur notre application sans se poser de questions. Est-ce que ça c'est une bonne chose à faire? La réponse à ça c'est non. Pourquoi? Parce que parfois votre application elle n'est pas designée directement pour recevoir cette fonctionnalité. Nativement, naturellement. Peut-être que votre application elle est ouverte à l'extension mais pas fermée à la modification et que vous allez devoir impacter des choses ailleurs, etc., etc. Il faut vous poser la question, est-ce que mon application, est-ce que mon développement que je veux rajouter dans mon patrimoine applicatif
il s'y fait de façon logique et simple et facile, ou est-ce que en fait je vais créer un truc horrible dans un coin qui se branche pas avec le reste et bon c'est pas grave, c'est que pour cette fonctionnalité là, et puis demain il y a une autre fonctionnalité et puis ça sera un autre truc moche à côté et puis un autre truc moche à côté et puis à la fin bah on sait plus faire et là j'aurais pu vous remettre la forêt qui brûle mais je l'ai pas fait, mais c'est un peu l'idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant de faire ce ticket là, on l'analyse bien, on le comprend et on va aller refactorer base de code pour pouvoir implémenter cette fonctionnalité métier qui est attendue par notre métier plus facilement directement. Une fois que notre application elle a été refactorée, qu'elle est prête à recevoir, là pas de souci, on peut se lancer dans le développement et on y va. On a une petite citation de Ken Beck, donc, qui était le papa du TDD, on vous a mis une référence tout à l'heure qui est assez parlante, que je vous invite à avoir un peu comme mantra, c'est First make the change easy, then make the easy change. C'est de se dire, mettons-nous en condition de réussite, créons-nous les tests si on n'en a pas, modifions le design applicatif pour être prêt à recevoir notre nouvelle fonctionnalité, etc. etc. Et pour faire le parallèle, par exemple, avec la dernière fonctionnalité qu'on n'a pas refactorée sur le projet, on voit bien que si j'avais une nouvelle feature qui devait arriver, de pouvoir déplacer Rover dans plusieurs directions, dans 2 directions à la fois, on voit que mon enum, elle n'était pas très évolutive, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir. C'était un petit cas de refacto qu'on n'a pas traité. On se dit, ça fonctionne en prod, c'est assez simple. Tant qu'on reste dans mon périmètre fonctionnel, j'ai pas envie de le traiter maintenant. Par contre, on voit que l'évolutif va arriver. Du coup, ok, on a déjà un peu anticipé la refacto. On va faire la refacto avant d'avoir cette nouvelle fonctionnalité qu'on va arriver dans notre patrimoine. Et comme ça, on n'hésite pas à redesigner notre design. On n'hésite pas à en fait rechallenger ce qu'on a mis en place. Petit takeaway de retenir cette conférence. Soignez votre design applicatif tous les jours. Il faudrait que je rajoute le tous les jours, au quotidien. À chaque nouvelle fonctionnalité que vous traitez, est-ce que la fonctionnalité elle est bien adaptée à ce qu'on a déjà conçu? Est-ce que il ne faudrait pas qu'on fasse un refacto? Est-ce que ça s'implémente tout simplement? Essayez d'être couvert des tests avant de vous lancer dans un refacto. Test unitaire et puis test non fonctionnel aussi. Appliquer la scout rule dès que possible, c'est un combat du quotidien. En fait, dans l'esprit Craft, le patrimoine de code, il appartient à tout le monde. C'est quelque chose qui est vécu, c'est quelque chose qui n'est pas personnel. On est à même, on fait vivre le produit, on améliore le produit. Et prendre une petite demi-heure pour refactorer une partie, documenter une partie que vous voyez au moment d'une review, en fait, si vous l'appliquez et si vous divulguer la pratique, en fait, votre patrimoine applicatif, il va faire que augmenter en qualité. Quelques autres petits éléments, surtout gardez pas vos sujets pour vous. Ce qu'on disait là, la backlog personnelle de refacto, ça on arrête. On essaie de se les partager au maximum. Les refactos qu'on réalise, on en informe les autres, on en parle, on partage. Sur ceux qu'on a réalisés ou ceux qu'on aimerait réaliser aussi pour avoir l'avis. Donc ça c'est hyper important. Et puis finalement, vous l'avez compris, tout ça c'est l'idée c'est de rendre légitime en fait vos sujets de refacto au même titre que n'importe quelle activité en fait que vous mèneriez sur votre projet, de l'évolutif, de l'anomalie, de l'amélioration continue, etc. Dans tout ça, il y a un peu de refacto et c'est une pratique qu'il faut vraiment avoir dans sa boîte à outils d'artisan du code, d'être capable de le mettre en œuvre au quotidien pour garantir la bonne qualité de nos applications. Merci pour votre attention. On vous a mis le petit lien pour le feedback, petit QR code si vous voulez nous faire un retour. Et puis on a un peu plus d'1 minute si on a une question. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et merci de votre attention. Merci.